Bonjour. Terminons à présent notre cours Pourquoi faudrait-il encourager et favoriser les petits élevages familiaux et pourquoi est-ce le contraire qui se produit le plus souvent quand le professionnalisme devient source de prix plus élevés. La principale difficulté rencontrée en élevage professionnel. Avons-nous fait le tour de tous les inconvénients de l'élevage industriel? Non. Le pire, c'est maintenant. Le pire, ce sont les microbes et les virus. C'est une loi générale. Toute concentration d'individus a pour conséquence une prolifération naturelle et exponentielle de bactéries et plus encore de virus létaux pour cette population. Dit autrement, plus vous rassemblez d'individus dans un espace restreint, plus le risque de développement de maladies contagieuses devient important. Ce risque ne se développe pas en proportion du nombre des animaux, mais de manière exponentielle par rapport à ce nombre. Plus la concentration est importante, plus le risque est multiplié. Rien d'étonnant à cela. C'est en réalité l'une des manières habituelles utilisées par la nature pour réguler les populations en nombre excessif par rapport à un environnement donné. L'exemple le plus courant de cette proposition est celui des lapins de Garenne, régulièrement décimés par la myxomatose en l'absence de prédateurs régulateurs de surpopulation. Les chiens, magnifiques prédateurs et protégés par les humains, auraient dû depuis longtemps connaître un accroissement très excessif de leur population. Un virus sans pitié s'est chargé depuis longtemps d'en contenir les excès. La maladie de Carré. Elle atteint de très nombreux chiots et élimine sans quartier les plus faibles d'entre eux. Bien sûr, le vaccin est venu limiter les effets du terrible prédateur. Mais il a très tôt été relayé par d'autres, encore plus effrayants, et comme sans doute le plus effrayant d'entre eux, le parvovirus, contre lequel il est en réalité assez difficile de lutter, malgré l'existence d'un vaccin qui protège certes les adultes, mais pas les jeunes entre 2 et 3 mois et demi, ce que l'on appelle la période critique. Nous y reviendrons. La protection est assez facile quand il s'agit d'un élevage familial avec au plus quelques animaux à surveiller, et un risque de fréquentation par ces animaux d'animaux malades réellement très faible. On le devine, il en va tout autrement en situation concentrationnaire, avec un nombre important de pensionnaires. Un tel environnement se montre tout particulièrement propice au développement des maladies contagieuses, et la parvovirose est l'une des plus contagieuses d'entre elles. La lutte contre les contagions impose des protocoles rigoureux, qui vont limiter, mais sans les annuler, les risques épidémiques. Isolation de l'élevage, dans lequel on n'entre qu'avec des habits spéciaux, des bottes soigneusement rincées dans un pédiluve, un bassin peu profond dans lequel on passe à pied, ici il est rempli d'un produit désinfectant destiné aux bottes, quarantaine rigoureuse pour tous les animaux qui ont quitté l'élevage pour une raison ou pour une autre, participation aux expositions par exemple, avant leur réintroduction, programme de survaccination de tous les pensionnaires. Ce que nous venons de décrire est plus vrai encore dans le cas du chat, pour lequel les contagions infectieuses sont souvent plus graves encore, certaines d'entre elles se révélant létales dans tous les cas, puisqu'il n'y a pas de vaccin disponible. Résumons, les individus dans un élevage de caractère industriel sont nécessairement survaccinés contre les maladies les plus courantes. Mais par ailleurs, vivant dans un milieu surprotégé, ils ne bénéficient d'aucune immunité naturelle, autre que celle acquise par les vaccinations, à la différence de ceux qui sont élevés en milieu ordinaire, comme c'est le cas en élevage familial. En élevage familial, les coûts de production de quelque portée ne sont pas facilement quantifiables. À la rigueur, une caisse de mise bas, quelques frais vétérinaires et un peu de nettoyage. Il en va tout autrement en élevage industriel. Nous avons vu que le nombre de chiens ou de chats nécessaires à l'équilibre économique de l'élevage interdit certainement de travailler seul ou même en famille. Un personnel salarié sera certainement nécessaire, avec coûts et risques afférents. En élevage familial, point n'est réellement besoin d'installations spécifiques. Il en va tout autrement dans le cas d'une production industrielle. Les animaux doivent être détenus au sein d'espaces dont ils ne seront pas susceptibles de s'échapper. Ces espaces doivent leur permettre une protection contre les intempéries, une aération et ventilation suffisante,
une protection contre le froid ou les chaleurs excessives. Des installations coûteuses par conséquent. Il faudra aussi résoudre le problème des déjections, déjà évoqué. Un puisard deviendra nécessaire. D'autres équipements sont incontournables. Une maternité, une cuisine, une infirmerie, des équipements de nettoyage. Et bien sûr, pour finir, des locaux permettant la commercialisation. On le voit, un élevage professionnel, c'est tout sauf de l'improvisation. Les investissements seront toujours conséquents. Et leur amortissement ne manquera pas d'être un poste lourd du compte d'exploitation de l'entreprise. Un élevage, c'est donc aussi de l'espace. Si vous ne disposez pas d'un terrain de taille suffisante, il faudra l'acheter. Si vous ne disposez pas de bâtiments, il faudra les construire. Tout ce que nous venons d'énoncer vaudra quel que soit l'endroit. Mais dans certains pays ou dans certains départements, vous pouvez être soumis à des contraintes réglementaires ou administratives de nature à alourdir considérablement, s'il en était besoin, les coûts de votre exploitation. Toutes ces considérations vous permettent de comprendre que le prix de revient des chiots et des chatons produits par les élevages professionnels est toujours relativement élevé. Il est encore plus élevé dans les pays à forte réglementation. C'est le cas notamment de la France, où le prix des chiots et des chatons atteint des niveaux qui ne se rencontrent nulle part ailleurs. L'élevage professionnel est-il nécessaire? C'est donc le moment d'un premier bilan. Si l'on compare les difficultés de la production de l'élevage professionnel et celles de l'élevage amateur, il est difficile de trouver un avantage évident en faveur du premier. Pour celui-ci, en effet, les coûts seront plus élevés, la socialisation plus difficile, un niveau sanitaire de qualité plus délicat. On pourrait imaginer que tous ces inconvénients soient effacés par une nécessité d'existence d'un élevage professionnel, parce que l'élevage familial ne serait pas en mesure, par exemple, de répondre à la demande. Mais ce n'est absolument pas le cas. Imaginons pour le raisonnement le cas d'un pays comptant par exemple 8 millions de chiens, soit 4 millions de chiennes. Supposons pour ces animaux une durée de vie moyenne de 10 ans. Cela sous-entend la nécessité de produire 800 000 chiots chaque année pour que l'effectif reste constant. Retenons l'hypothèse de portée moyenne de 5 chiots. 800 000 chiots, c'est donc 165 000 portées annuelles, ce qui concerne donc 4% du total des chiennes, une chienne sur 25. Que plus d'une chienne sur 25 reproduise, et l'on a déjà trop de chiots. On notera que beaucoup de propriétaires souhaiteraient que leur chienne produise au moins une portée dans sa vie. Heureusement que ce souhait reste un vœu pour la plupart. Si ce n'était pas le cas, il faudrait compter avec 400 000 portées annuelles et un nombre vertigineux de 2 millions de nouveaux chiots chaque année. Le constat est sans appel. Du point de vue de la demande, l'existence d'une production industrielle d'animaux de compagnie n'a rigoureusement aucun sens. Un même raisonnement conduirait à un résultat équivalent pour ce qui concerne les chats. Une organisation intelligente et rationnelle d'environ 50 000 petits élevages familiaux, comptant une moyenne de 3 chiennes reproductrices, permettrait de répondre de la manière la plus satisfaisante à la demande d'une population de 8 millions de chiens. Or, de telles organisations existent à peu près partout dans le monde. Ce sont les sociétés cynophiles, regroupant des clubs de race, dont la caractéristique est d'allier compétences et bénévolat, permettant la sélection de sujets de qualité parfaitement équilibrés et naturellement socialisés dans les conditions économiques les plus favorables. Un même raisonnement conduirait à un résultat équivalent pour ce qui concerne les chats. On ne saurait prétendre que le monde de l'élevage professionnel ne soit clairement conscient de ces évidences. C'est même exactement le contraire. Une partie au moins de l'élevage professionnel mesure à ce point ses infériorités qu'il n'envisage même pas de laisser la concurrence jouer son libre jeu. Il ne sait que trop que dans la plupart des cas, il se trouverait balayé. C'est la raison pour laquelle un peu partout dans le monde, il s'organise en lobbies, souvent très efficaces, imposant des contraintes réglementaires que les dits lobbies espèrent bien sûr inaccessibles à l'amateur. Et dans de nombreux cas,
Ils y parviennent en effet. Rappelons ce qu'est un lobby, un rassemblement de personnes dont l'objectif est de devenir un groupe de pression en mesure d'orienter les décisions et l'action des pouvoirs publics. Naturellement, comme tout lobby, ces derniers ne mettent pas en avant l'intérêt économique de leurs mandants. Ce qu'ils prétendent défendre ici, c'est le bien-être des animaux. À les entendre, l'amateur est incapable de faire reproduire quelque chienne que ce soit et d'en élever la portée. Il est tout simplement trop ignorant pour cela. Il faut au minimum lui dicter sa conduite par des règlements traitant jusque dans les moindres détails et assurer sa formation par l'obligation d'examen. Mais il ne s'agit là que d'un pis-aller. Le but final, nous l'avons dit, c'est que règlement et examen découragent le plus grand nombre. En France, outre les obligations réglementaires concernant les locaux, on impose très vite à l'amateur le plus éclairé un certificat de capacité, qui n'est même pas acquis une fois pour toutes, mais qu'il faut au contraire renouveler régulièrement. De quoi décourager même les plus passionnés. Ce contrôle des connaissances est d'ailleurs lui-même sujet à caution. Par exemple, comme l'argent appelle l'argent, nombre des questions de l'examen conduisent à penser à une quelconque supériorité de l'alimentation industrielle, ce qui est tout à fait discutable et n'a rien d'une vérité scientifique. Mais on se doute que les lobbies se rencontrent et que celui de l'élevage industriel ne peut qu'apprécier la connivence avec celui de l'alimentation industrielle. C'est un sujet que nous approfondirons en d'autres circonstances. La réalité est que les contraintes et les énormes difficultés rencontrées par l'élevage industriel ne rendent pas déraisonnable le fait d'exiger de leurs acteurs une sérieuse préparation dans des domaines aussi variés que l'économie, la biologie, l'éthologie. Mais que l'amateur, seulement guidé par la passion, ignore peu ou prou les réalités de gestion, ne portera guère à conséquence. Et pour les autres sujets, toujours aiguillonnés par la même passion, ce même amateur n'a besoin d'aucune contrainte pour se révéler un véritable spécialiste. Mais pour les lobbies, de telles barrières ne limitent pas seulement la concurrence. Elles sont aussi génératrices de revenus, appelés à devenir toujours plus conséquents. Dès aujourd'hui, les examens sont payants, alors même qu'ils sont pourtant le monopole de quelques organismes publics. Et personne ne se fait d'illusions. Demain, une formation préparatoire à l'examen se révélera obligatoire, formation qui ne pourra être délivrée que par quelques organismes agréés par les lobbies. La boucle de l'enrichissement sera bouclée. En France toujours, l'équilibre économique de l'élevage industriel est si difficile que sans un système élaboré de subventions publiques, il ne pourrait tout simplement pas exister. À titre d'exemple, décrivons à grands traits l'un des supports prioritaires de ce système de subvention, l'apprentissage. Très nombreux sont en effet les élevages qui emploient systématiquement 2 apprentis au moins, et souvent beaucoup plus. Les plus honnêtes d'entre eux le reconnaissent, sans cette main-d'œuvre quasiment gratuite, ils ne seraient pas en mesure de fonctionner. C'est d'ailleurs l'évidence. Nous avons démontré plus haut combien il faut vendre de chiots pour assurer ne serait-ce qu'un seul salaire. Le but de l'apprentissage, c'est l'emploi. Sinon dans l'entreprise au sein de laquelle s'est déroulé cet apprentissage, du moins dans une entreprise similaire. Cependant, de notoriété publique, ce secteur professionnel ne compte pratiquement pas de salariés. Cela implique 2 conséquences. Une première conséquence est que l'immense majorité, plus de 90% selon certains responsables, de ces apprentis éleveurs ne trouvent donc pas d'emploi dans le métier qu'ils ont appris, et qu'ils seront peut-être qualifiés, mais non moins chômeurs. Une seconde conséquence concerne le financement des centres de formation d'apprentis, qui devraient être assurés par la taxe d'apprentissage du secteur considéré. Comme ce n'est pas le cas ici, il faut bien admettre que ces mêmes centres de formation sont en réalité subventionnés pour dispenser une formation qui ne mène à aucun emploi, et qui ne trouve donc d'autre justification que de produire une main-d'œuvre bon marché à des maîtres d'apprentissage. Le soutien des États. Une question se pose. Pourquoi, dans de très nombreux cas, observe-t-on un appui sans concession de la volonté des lobbies par les pouvoirs publics? Pour le court terme, on peut trouver de nombreuses explications. Rôle de certains politiques, avides de jouer les utilités en se faisant l'écho des lobbies,
incidence d'une fonction publique qui espère étendre ses pouvoirs de contrôle et donc justifier ainsi son existence. Mais pour le long terme, il est beaucoup plus difficile de comprendre. Pourquoi soutenir un système peu efficace et finalement coûteux? Pourquoi risquer de déplaire au plus grand nombre pour satisfaire une infime minorité? Une infime minorité qui n'est constituée, je l'ai déjà suggéré, que d'une partie et non de la totalité des élevages professionnels. De tout ce que nous venons de dire, faut-il en conclure qu'il faudrait choisir entre élevage professionnel et élevage familial, ou privilégier l'un par rapport à l'autre? Personnellement, je n'en crois rien. L'expérience m'a appris qu'il existe de bons élevages et de mauvais élevages familiaux, comme il existe de bons et de mauvais élevages professionnels. En ce qui concerne ces derniers, on notera un peu partout dans le monde des exemples d'exception, produisant de façon régulière des sujets remarquables et d'une surprenante homogénéité. Et il est vrai que l'élevage professionnel intelligemment conduit permet d'obtenir par une utilisation rationnelle des patrimoines génétiques des résultats qui seront toujours hors d'atteinte de l'élevage familial. La production d'un champion de conformité aux standards reste souvent le résultat de la chance et du hasard dans le second cas, tandis qu'elle est plus facilement celui de la sélection dans le premier. De tels élevages d'exception sont capables d'atteindre une réputation qui dépasse souvent et de beaucoup les frontières de leur pays. Ces élevages ne recherchent pas la clientèle, c'est celle-ci qui se presse à leur porte. Ils n'ont alors nul besoin de subventions ni de lobbying. Alors pourquoi choisir? Pourquoi ne pas laisser agir sereinement l'odieuse concurrence et le vilain marché? Odieuse concurrence, vilain marché, nous plaisantons bien sûr. Car la vérité est celle-ci. Ces deux branches de l'élevage ne sont qu'apparemment en concurrence. Elles sont complémentaires dans la réalité. Combien d'élevages familiaux ont-ils choisi de préférence leurs reproducteurs chez des éleveurs professionnels connus? En éliminant l'élevage familial, l'élevage professionnel élimine d'abord la meilleure de sa clientèle. Et moins nombreux sont dans un pays les amateurs, prêts à pousser leur passion jusqu'au souci de la reproduction, moins nombreux sont les animaux, et moins nombreux par conséquent les heureux propriétaires. Voilà qui vient conclure notre réflexion sur la question de l'élevage amateur, dont le rôle, à notre avis, est tout à fait nécessaire et devrait être encouragé, au moins autant que l'élevage professionnel, tant par les pouvoirs publics que par l'élevage professionnel lui-même. Nous vous remercions de votre attention et à bientôt pour un entretien sur un sujet nouveau.